RMC, le grand oral des grandes gueules. Et nous accueillons le député du Nord de la France Insoumise, Adrien Quatennens. Bonjour. Bonjour. Et tout d'abord, félicitations. Merci. Vous avez été promu, vous êtes le numéro 2 du mouvement. Vous êtes le nouveau chouchou de Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est la lecture médiatique qu'on ait faite. D'ailleurs, attendez avant de me féliciter que le vote soit terminé, parce qu'il y a un vote en cours. Je ne voudrais pas mettre à mal cette promotion. Oui, effectivement, et qui se termine le 8 juillet. Voilà. Non, plus sérieusement, vous en êtes où à la France Insoumise? On a vécu un peu en direct les turbulences et tensions qui se sont accumulées ces dernières semaines après la défaite aux européennes. Il y a eu des départs marquants parce que c'était des personnalités de la France Insoumise. Il y a eu aussi les sorties fracassantes, notamment celle de Clémentine Autain qui voudrait une ouverture aux autres formations de gauche. Quel sera votre rôle dans tout ça en fait? Bon, ça fait beaucoup de questions en une, Olivier Truchot, mais en gros, ce qui se passe, c'est que le mouvement La France Insoumise, par nature, est évolutif. Il a d'abord, vous vous en souvenez, été pensé simplement pour soutenir une candidature à la présidentielle, celle de Jean-Luc Mélenchon, avec le succès que vous connaissez. En 2017. Puis, l'élaboration d'un programme, et ensuite, il a dû penser le temps long. Moi, je ne veux pas ni relativiser, ni minimiser l'échec que nous avons subi aux élections européennes, même si je crois, à la lumière de l'analyse que je fais depuis un mois de ces résultats, qu'il n'est pas possible de dire que le résultat de l'élection européenne annulerait le résultat de l'élection présidentielle, pour la raison que la nature de l'élection européenne, qui est un moment où s'exprime aussi une forte défiance vis-à-vis des institutions, et des institutions européennes en particulier, et que notre électorat est spécialement... vous. Oui, mais attendez, et que notre électorat est spécialement concerné par cela. Moi, je croise beaucoup de nos soutiens depuis un mois qui me disent... Honnêtement, je n'ai pas vu l'utilité de me déplacer pour ce scrutin. Je ne minimise aucunement l'échec, mais disons que je contribue à son analyse. Et puis vous dire aussi une chose, c'est que... dites-vous alors des turbulences, des prises de parole les uns les autres? Je vais vous en parler, je réponds à toutes vos questions sans problème. Juste dire une chose aussi, c'est que le revers que nous subissons électoralement aux élections européennes, ça pourrait nous arranger de considérer qu'il n'est que français. Mais en fait, c'est plus grave que ça. C'est un revers qui est européen. Partout sur le vieux continent, notre courant de pensée politique, d'ailleurs, quelles que soient les formes partisanes, mouvementistes... Comment vous le définissez? Plus grave ou plus heureux? Non, je pense, monsieur... Oui, évidemment. Et moi, du coup, je vais vous dire pourquoi je pense que c'est plus grave, cher monsieur, parce que le paysage politique qui se dessine partout dans l'Union européenne à l'issue de ces élections est finalement un espèce de duo. Alors, on dit que c'est un duel, mais pour moi, c'est un duo entre, d'une part, les libéraux de tout poil, qui sont les tenants de l'Union européenne actuelle, et l'extrême droite. Alors, vous pouvez penser que... Vous pouvez rajouter les écologistes aussi, quand même. Oui, j'y viens. Mais vous pouvez penser que ce paysage est plus heureux que le fait, par exemple, que la France Insoumise y parvienne. Mais je crois que ce n'est pas le cas. Parce que, voyez-vous, le paysage que je viens de décrire ne prendra pas en charge l'urgence climatique, ne prendra pas en charge l'urgence sociale. Et comme j'ai cru comprendre que vous étiez artisan, je crois, ne prendra pas non plus en charge le problème des petits artisans, des petits commerçants, ce que nous souhaiterions faire, cher monsieur. Donc, ce paysage politique, moi, m'inquiète. Et sur la question climatique, c'est vrai, Olivier Truchot, depuis l'élection européenne, tout le monde est écologiste. C'est bien, n'est-ce pas? Mais une fois qu'on a dit ça, il s'agit de regarder quelles sont les propositions concrètes. On ne peut pas se satisfaire d'une simple prise de conscience. Si l'urgence est telle que les scientifiques nous le disent, autrement dit 12 ans pour agir, c'est des décisions radicales qu'il faut prendre. Et d'ailleurs, les jeunes qui se mobilisent, c'était encore le cas hier, avec des formes nouvelles de mobilisation qui nous intéressent aussi à la France Insoumise, eh bien, ne s'y trompe pas. Il faut changer de modèle et le faire vite. Donc, sauf que quand on a conscience de cela, on va voter plutôt Jadot que Mélenchon ou Manon Aubry. Non, mais attendez, clairement, lors de l'élection européenne, il y a eu un espèce d'effet mécanique. Vous vouliez voter pour l'Europe, sans nuance, vous votiez pour Macron. À la fin, et c'est vrai que de ce point de vue, le référendum anti-Macron qui a eu lieu s'est retourné contre nous. Vous vouliez voter contre M. Macron, vous votiez pour Mme Le Pen. Peu importe finalement son programme, il y a plein de gens qui votent. Non, mais il y a plein de gens qui votent Le Pen et qui d'ailleurs pensent qu'en votant Le Pen ou le Rassemblement national, ils font un choix finalement qui consisterait à mettre un coup de pied aux fesses de tout le monde. Mais en fait, savent-ils que ce faisant, souvent ils se mettent un coup de pied aux fesses à eux-mêmes? Parce que le vote RN, c'est un vote qui n'est pas pour l'augmentation du SMIC, c'est un vote qui est pour l'augmentation du temps de travail, c'est un vote qui est pour la même politique fiscale que celle que mène M. Macron. Bref, et nous avons sans doute eu peut-être un message trop complexe, c'est vrai. Enfin, complexe. Écoutez, vous savez bien tout le bien que je vous veux. Ah bon? En général, quand vous commencez vos interventions par ça, j'ai toutes les raisons de me méfier. Pourquoi tu dis ça? Non, parce que nous sommes en train de réfléchir, de faire l'analyse sur les explications de votre échec. Et je trouve que le bon élément de comparaison, vous dites vous-même qu'il faut regarder l'ensemble du résultat européen et que la gauche ne brille pas où que ce soit, mais il y a quand même une spécificité ici. Vous dites que l'élection européenne n'est pas l'élection présidentielle et vous avez raison, mais
quand on veut comparer, par exemple, les deux courants populistes antinomiques, à droite et à gauche, vous voyez bien que le résultat du RN est infiniment meilleur que le vôtre, on est d'accord? De fait, oui. Parce que là, on n'a rien inventé. Alors même qu'au présidentiel, certes, Marine était mieux que vous, mais enfin, Mélenchon n'avait pas démérité. Donc il y a des analyses, moi je vois Madame Autain arriver sur les plateaux et expliquer doctement que ça va pas du tout, et elle laisse à penser que notamment la manière dont Mélenchon s'est comporté à l'égard des flics a coûté beaucoup. Je pense que l'explication est très insatisfaisante et qu'elle devrait se regarder elle, Madame Autain. Autrement dit, je suis dans l'analyse, je suis pas dans le jugement de valeur. Mais en toute honnêteté, est-ce que vous ne pensez pas que sur la question, par exemple, du Venezuela et de Maduro, et sur la question du clientélisme et du... Bien sûr, mais je me mets à la place des électeurs, j'arrive assez bien. Ah oui, ça les passionne, les électeurs, le Venezuela, c'est vrai. Non, mais allez-y. Non, mais moi, je veux bien, mais ne changez rien. Non, c'est intéressant, continuez. Ne changez rien. Moi, j'ai la faiblesse de penser que la manière dont vous avez appréhendé les sujets de politique extérieure, notamment le Venezuela, et la manière dont certains de chez vous, pas vous, ni quelqu'un comme Corbière, mais des gens justement comme Madame Autain ou Madame Obono, ont appréhendé une manière de clientélisme islamiste, sont beaucoup... Mais non, mais, là, vous dérivez dans votre analyse. Moi, autant votre analyse m'intéresse, mais quand c'est toujours la même martingale, au bout d'un moment... Mais allez-y, achevez et je vais vous répondre. Vous tirez les conclusions qui vous arrangent. Vous trouvez le bon mot juste. Je pense que vous avez choisi la martingale perdante. Et que si vous vous interrogiez, non pas sur les questions économiques, parce que je pense que sur les questions économiques, vous n'avez pas, c'est pas pour ça que vous avez été réprouvé. Si vous vous interrogiez là-dedans, sur la question migratoire, sur la question. Je pense que sur la question migratoire, la question identitaire, sur la manière, sur la 1h30 pour vous répondre là. Alors, il va répondre, Adrien Quatennens. Est-ce qu'effectivement, vous ne changez rien si vous voulez. Vous pouvez pas expliquer le vote Rassemblement National uniquement comme étant un vote anti-Macron. Il y a aussi la question migratoire, la question identitaire qui rentre dedans. Plusieurs choses. D'abord, sur le vote Rassemblement National. Évidemment qu'il y a un socle qui est idéologiquement convaincu par ce que raconte Madame Le Pen. Mais je crois pouvoir dire, et je pense qu'on peut partager cette analyse, que l'électorat du Rassemblement National, d'abord, ne lui appartient pas, d'une part, et qu'il n'est pas partout le même. Et qu'il y a plein d'endroits où les gens se disent c'est le vote, dans le Nord. C'est le vote, exactement, c'est le vote peut-être utile pour exprimer une colère. Moi, je dis d'abord, si c'est ça votre objectif, c'est un pétard mouillé, parce qu'en réalité, ça sert le duel qu'essaye d'installer M. Macron et qui est quelque part sa caution. Mais on pourrait dire la même chose pour voter pour vous. Est-ce que ça serait utile de voter pour France Insoumise? Oui, mais non, parce qu'en l'occurrence, voter pour la France Insoumise, quand vous êtes notamment de ces quartiers populaires, quand vous êtes des travailleurs précaires, que vous l'exprimez votre colère, vous faites le choix d'une colère qui sert aussi les intérêts que vous voulez défendre, celle de l'augmentation de vos salaires, du partage des richesses, ce que Madame Le Pen ne propose pas jusqu'à preuve du contraire. Bref, une fois qu'on a dit ça, pour répondre aux questions et à l'embryon d'analyse que vous faites, la part qui revient de critiques peut-être internes, moi je ne veux pas l'évacuer non plus, c'est que comme nous avons fait un objet politique neuf, c'est pas de la rhétorique. Un mouvement n'est pas un parti, parce que nous voulons rassembler au-delà des partis sur un socle qui est un programme. Bien évidemment qu'il y avait des manquements du point de vue de l'organisation. Et d'ailleurs, les évolutions qui sont en cours de validation par le vote des Insoumis permettent d'améliorer cette organisation. L'organisation du mouvement doit s'adapter aux tâches que nous avons à accomplir. Et de ce point de vue, je suis d'accord pour dire que sans doute il y avait plein de manquements. On cherche de manière progressive à y répondre et à nous améliorer. La nouvelle organisation, je pense, devrait le permettre. Ensuite, sur le débat qu'il peut y avoir et que pose par exemple Clémentine Autain, je ne veux pas éviter non plus. Bon, en gros, la divergence que nous avons, d'abord, elle n'est pas de fond, elle est stratégique, parce que je voudrais quand même vous rappeler que dans ce groupe parlementaire, nous sommes 17 de cultures politiques différentes, de parcours politiques différentes, même de façons de procéder différentes, vous le voyez, vous le constatez, mais sur 127 textes qu'il s'est agi de voter au Parlement européen, au Parlement français, nous n'avons jamais voté différemment. Nous avons voté toujours en cohérence. Elle dit qu'il faut ouvrir à gauche. Alors, tout seul, vous n'y arriverez pas. C'est un débat stratégique qui est passionnant. Si effectivement il s'agit de dire que la tâche politique à accomplir dans le moment est de rassembler un camp, en l'occurrence la gauche, alors peut-être que ce que propose Clémentine Autain est la bonne solution. Je ne le crois pas. Pourquoi ? Parce que je pense, à mon avis, que ce qu'il convient de faire dans la période n'est pas de rassembler un camp, fût-il la gauche radicale, etc. Mais quand on a d'élection en élection presque la moitié des électeurs qui décident
de ne plus y aller, c'est à eux qu'il faut s'adresser. Et celles et ceux, croyez-moi, qui se sont durablement installés dans la grève civique n'attendent pas que la gauche, fût-elle radicale, se rabiboche, se rassemble ou fasse quoi que ce soit ensemble pour venir voter. Ils veulent qu'on règle leurs problèmes du quotidien concret. Moi, je pense que la France insoumise, son utilité dans la période, et ce que je voudrais faire moi, c'est que nous soyons véritablement, et c'est singulier dans le paysage politique, un outil au service de la réimplication du peuple en politique. Il faut que les gens cessent de penser, et ceux qui nous écoutent, que la politique, c'est le domaine réservé des spécialistes qui n'en font qu'à leur tête. Moi, il y a 2 ans de ça, et vous le savez, Olivier Truchot, j'étais conseiller clientèle sur un plateau téléphonique, je n'ai qu'un BTS en poche, et je n'ai pas fait les grandes écoles qui visent à faire de la politique. Je suis donc, avec certains de mes collègues, la démonstration du fait que quand on s'implique... Et vous représentez cette nouvelle génération de politiques, vous avez 29 ans, vous avez un parcours qui est effectivement différent de... Mais c'est bien, après c'est pas suffisant pour incarner quelque chose de nouveau. On a quand même... Le sujet tabou, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est la personnalité même de Jean-Luc Mélenchon qui est à la fois une personnalité qui est, il a énormément de charisme, un grand orateur, qui a su convaincre effectivement près de 20% des électeurs présidentiels, mais c'est aussi son propre, c'est son propre défaut, Mélenchon. Bon. C'est les excès, c'est la perquisition, c'est cette façon de parler, d'exclure, etc. Et finalement, Mélenchon a peut-être creusé lui-même sa tombe. Si on se donne vraiment pour objectif de faire une analyse sérieuse, allons-y. Moi, je crois du coup que on ne peut pas considérer que toute l'explication tiendrait à la personne de Jean-Luc Mélenchon, parce que si c'était le cas... Mais on ne peut pas l'exclure non plus. Non, mais on va le mettre dans l'explication. Mais considérez d'abord que Jean-Luc Mélenchon, c'est celui qui a pensé et créé la France insoumise comme outil politique nouveau, qui a réussi à faire que tout de même 7 millions d'électeurs se regroupent autour d'un programme, l'avenir en commun. Et croyez-moi, ça n'est pas rien. Ça, c'était en 2017. Au cœur de l'Europe, dans un pays capitaliste, que notre courant de pensée arrive à près de 20%, c'est-à-dire aux portes du pouvoir, à mon avis, il y en a quelques-uns à qui ça les a... La France n'est pas le pays le plus libéral d'Europe. Il est plutôt bien placé en la matière. Donc ensuite, dire une chose aussi, Jean-Luc Mélenchon, pour moi, a ce rôle d'intellectuel qui a ouvert la voie, qui est notre principal porte-parole, c'est vrai, mais qui ne se soucie plus tant que ça des affaires courantes. D'ailleurs, vous le voyez, c'est aussi la raison de sa réorganisation. Et puis surtout, dire une chose, c'est que plus que tous les autres, et vous devez l'admettre s'il vous plaît, nous subissons des attaques répétées. Parce que, en l'occurrence... De qui ? Des médias, même dans l'opinion. Moi, j'observe d'ailleurs que ceux qui se servent, Olivier Truchot, de la perquisition, et je vais vous parler de la perquisition parce que je ne veux pas l'éviter, mais ceux qui se servent aujourd'hui de l'argument « Ah non, Mélenchon, c'est l'énervement, la perquisition », sont généralement ceux qui, de toute façon, avant les perquisitions, n'avaient pas l'intention non plus de voter pour nous et n'étaient pas non plus intéressés à notre programme. Mais simplement, maintenant, ils n'ont plus besoin d'argumenter sur le fond, de dire en quoi ils ne sont pas d'accord ou en quoi nos propositions ne seraient pas bonnes. Ils sortent leur joker, la perquisition, pour dire que finalement, Jean-Luc Mélenchon ne pourrait pas avoir un destin présidentiel. Alors moi, je veux dire une chose, le jour des perquisitions, Jean-Luc Mélenchon était intimement persuadé, et ça tient aussi au changement d'époque, que nos soutiens seraient larges, amples, sur tous les bancs. Parce qu'il avait en tête d'autres épisodes que vous devez connaître et que vos auditeurs doivent connaître. C'est que dans les années 70, la Ligue communiste révolutionnaire a subi des perquisitions parce qu'a priori une affaire d'armes à feu, ce qui n'était pas le cas à la France insoumise. François Mitterrand, qui après est devenu président de la République, est allé les soutenir. De la même manière au Parti socialiste dans l'affaire des radios libres, regardez sur l'Institut national des archives, vous avez des images où on voit des gens qui sont devenus ensuite des gouvernants. Attendez, non, c'est important. Des gens qui sont devenus des gouvernants rentrer à coups de hache dans le siège du Parti socialiste et se foutre sur la gueule avec la police. Puis après, jusqu'à preuve du contraire, le jour des perquisitions, nous n'avons frappé personne. Et nous n'avons pas eu l'intention d'entraver cette... Mais il y a des poursuites judiciaires néanmoins. Oui, mais alors d'ailleurs, les poursuites judiciaires, elles se font même pas sur le fond de l'affaire. Parce que sur le fond de l'affaire, il n'y a rien. Elles se font sur la réaction. Attendez. Et par ailleurs, je termine. Je voudrais conclure là-dessus. Mais vous allez avoir le temps de terminer. Sur ce point, on se retrouve dans un instant. Non, s'il vous plaît. Sur ce point, je voudrais conclure. Le pape François, que je ne cite pas tous les jours, a récemment donné une conférence de presse dans laquelle il dit observer que partout dans le monde, là où il se déplace, quand des oppositions sont en passe d'y arriver, il observe une forme de judiciarisation de la vie politique. Observez que Lula au Brésil est en prison, que le juge qui l'y a mis a été promu, et qu'en réalité, s'il n'était pas en prison, il serait président de la République. Alors, Adrien Quatennens, vous devez voir qu'il y a aussi un usage de la justice en politique. Dans un instant, vous pourrez être interpellé par Fatima, par Johnny, J. William. A tout de suite sur RMC Story. C'est Adrien Quatennens qui passe le grand oral des GG face à J. William Golnadel, Johnny Blanc et Fatima Edbounois. Question de Fatima.
On était sur les... Politique fiction. Oui. Vous êtes au pouvoir avec Jean-Luc Mélenchon. Que faites-vous pour Conforama? D'abord, il y a à regarder, est-ce que Conforama a touché, j'ai pas regardé les chiffres, mais le CICE? Oui. Si c'était le cas, il devrait rembourser l'État français d'abord, parce que on observe une chose, c'est que la politique qui consiste à faire des exonérations fiscales en quantité, normalement pour créer de l'emploi, souvenez-vous qu'il y avait le PIN 5 millions d'emplois quand le CICE a été créé. En vérité, ça coûte 20 milliards d'euros aux contribuables français par an, 40 milliards cette année. Donc avec et compte tenu de ce que ça aura permis de créer ou de maintenir comme emploi, ça fait, je crois, plus de 160 000 euros de dépenses publiques par emploi créé ou maintenu. La vérité, c'est qu'on le voit avec Conforama. Vous avez des actionnaires qui prennent des décisions. Là, en l'occurrence, c'est une décision des actionnaires que de supprimer 1900 emplois pour un projet de restructuration, alors que l'entreprise a fait du CICE. Donc, première chose, rembourser le CICE, les actionnaires. Ensuite, il y a lieu de voir effectivement comment on peut accompagner les salariés. Soit on considère que Conforama n'a plus de raison d'être, mais je crois que c'est peut-être un peu aller vite en besogne, parce que moi je ne suis pas pour un modèle qui soit le modèle hyper concentré que nous propose par exemple Amazon. Et je crois que nous avons besoin de développer aussi d'autres formes de commerce que ces géants du commerce international, ces grands entrepôts, ce grand modèle du déménagement permanent, et qu'on doit relocaliser l'activité. Alors bon, ça règle pas le problème de Conforama en un claquement de doigts, mais ça donne quelques idées et ça met une ambiance de travail, disons. Mais alors, par exemple, pour ce remboursement du CICE, alors ça serait valable pour Conforama ou pour toute entreprise qui aurait perçu le CICE et effectué des licenciements après? Ça serait quoi votre jurisprudence? Si l'on considère que le crédit d'impôt compétitivité emploi a le terme emploi à la fin de sa dénomination, alors il faut vérifier que l'argent sert bien à encourager l'activité économique de telle sorte que l'on crée de l'emploi. Mais le problème de l'emploi ne peut pas se régler à la question du CICE. Grosso modo, la politique de M. Macron en matière d'emploi, il a sa cohérence idéologique pour lui. Il considère le chômage baisse. Il considère... Alors, les statistiques baissent. C'est important de le dire. Non, mais parce que Olivier Truchot, par exemple, on n'a jamais embauché autant qu'aujourd'hui. C'est vrai. Une fois que je dis ça, est-ce que je règle la question? Non, parce que les embauches sont des contrats particulièrement précaires. Et 80%. Forcément vrai. Nous, moi, je suis dans le monde de l'entreprise et je peux vous dire qu'on recrute en CDI direct et j'ai plein de collègues qui cherchent des gens en CDI direct. Alors, moi, ça me fait rigoler de dire que c'est que des contrats précaires, que des contrats. Non, j'ai pas dit que c'était que ça, monsieur. D'ailleurs, bravo à vous si vous embauchez. Je vous encourage, c'est très bien. Donc, mais vous savez, le chômage baisse quand même. Moi, si je peux juste vous donner un petit conseil. Si au moins notre échange de ce jour entre vous et moi peut faire que quand vous sortiez de ce studio, vous ne pensiez plus que la France insoumise est l'ennemi de l'activité économique, y compris des petits artisans, je pense que j'aurais beaucoup gagné à vos côtés aujourd'hui. Parce que vous voyez, moi aujourd'hui, ce que je souhaite vous dire, c'est que peut-être les meilleurs alliés de l'activité économique des petites PME et des artisans et des commerçants, c'est la France insoumise. Parce que en réalité, que les petites PME travaillent souvent pour des grands groupes. Vous pouvez pas faire cette distinction. Il y aurait les bonnes petites. Alors la petite entreprise est l'entreprise vertueuse, la grosse c'est la méchante. Vous avez raison, Sauf que la petite est souvent la sous-traitante de la grosse. L'écosystème sur le en plan de général. la fiscalité, j'en jurerai pas. Si on peut juste... Non mais vous parlez de... J'en jurerai pas. Sur la question, effectivement, les PME sont souvent des satellites ou des fournisseurs, des grandes sociétés d'ailleurs qui leur dictent la loi. Mais par exemple, sur les contrats précaires, aujourd'hui, le principal problème, c'est qu'il y a exclusivement quasiment des contrats courts. 80% des embauches sont des embauches en CDD. Et pour ce 80%, vous avez 30% des contrats qui sont des contrats d'un seul jour, Olivier Truchot. Donc, vous disparaissez des statistiques du chômage de manière extrêmement temporaire. Puis vous y retournez. La question qui est posée, c'est oui ou non, y a-t-il une pénurie d'activités pérennes dans ce pays? Et moi, je vous le dis, la réponse est oui. Parce qu'il y a trop de contrats courts et parce que le système économique est fait de telle manière qu'on encourage à faire en sorte que le contrat court devienne la règle. Et moi, je vous le dis, plutôt que des exonérations fiscales comme le CICE, eh bien, la diminution, la répartition du temps de travail, le partage du temps de travail est un modèle plus efficace et moins onéreux. Mais ça ne règle pas tout. Il marche où ce modèle? Moi, monsieur Adrien Quatennens, il marche où ce modèle? Comment? Ce modèle du partage du travail, il marche où? Faites-moi la démonstration qu'en France, ce n'est pas ce qui a le mieux fonctionné. La dernière fois qu'on a le plus créé d'emplois nets dans ce pays, que vous le supportiez ou non, non, pas uniquement, non. Et c'était en période de croissance. Non, c'est pas vrai. Quand on est passé aux 35 heures, il y a eu 350 000 emplois directs créés. On peut le nier, mais c'est la vérité. Mais ensuite, au-delà de la question du temps, au-delà de la question du temps de travail, la vérité, c'est que il va y avoir besoin d'une relance de l'activité, pas n'importe laquelle. Nous faisons face à un changement climatique qui nous oblige d'agir vite. Et moi, je pense... Quand vous dites agir vite, ça veut dire quoi? Parce que tout le monde dit urgence climatique, urgence climatique. Bon, très bien, mais concrètement, ça veut dire quoi? Alors, qu'est-ce qu'on fait demain? Très bien. Alors, moi, je ne suis pas scientifique, vous non plus. Oui. Les scientifiques nous disent, vous avez 12 ans pour changer de modèle économique. Non, les scientifiques, ils font le constat qu'il y a un réchauffement climatique. Ensuite, c'est aux politiques et aux citoyens de vouloir... le GIEC fait des recommandations. Il ne prend pas de décision. Il fait des recommandations et il nous dit,
de son point de vue, et ce sont des C'est à nous de scientifiques, donc choisir. moi j'ai toutes les raisons de le croire. C'est à nous de choisir. Mais en gros, ils nous Tous les disent... scientifiques ne sont pas au GIEC. Ouais. Bon, Non, mais je veux dire, c'est Il y à a nous de des choisir, c'est scientifiques- aux politiques. je peux vous répondre ou pas? Pardon, allez-y. Donc, eux nous disent, les scientifiques, nous avons 12 ans pour changer de modèle. Les Sans quoi... scientifiques, pas Ok. les scientifiques. Non, mais c'est important. Ah oui. C'est important. Je reprends. Des scientifiques nous disent, vous avez 12 ans pour changer de modèle économique. Moi, je les crois. Donc, si je les crois, j'adapte mon raisonnement politique et les solutions que je propose à cette urgence qui est maintenant devenue une urgence D'accord, temporelle. mais quoi alors concrètement? Donc, s'il y a 12 ans pour changer de modèle, c'est pas avec quelques mesurettes de bonne conscience écologiste que l'on va réussir à changer les choses. Je me charge donc de dire que quand M. Macron prend quelques mesurettes d'une main et signe de l'autre main les accords de libre-échange du type CETA ou Mercosur qui participent du grand déménagement du monde, il aggrave la situation climatique. Que faut-il donc faire ? Moi, je crois qu'il faut en passer à la planification écologique. Le mot va peut-être faire peur, mais toutes les entreprises, vous le savez, planifient leur activité. Si on a un temps délimité pour atteindre des objectifs, il faut Mais planifier. c'est quoi les objectifs? Eh bien, moi, je Expliquez-nous. crois que, par exemple, c'est faire la transition énergétique avec le fait d'investir, par exemple, dans l'économie de la mer, parce que nous sommes la deuxième puissance maritime du monde et nous n'avons quasiment toujours pas d'éoliennes en mer. Il y a plein de technologies qui existent, des savoir-faire qui existent, des brevets qui existent. Ça veut dire aussi plein de formations à créer. Ça veut dire des emplois nouveaux. Ça veut dire irriguer toute l'activité. Ça veut dire pour beaucoup de vos collègues, petits artisans, petits commerçants, des commandes et des carnets de commandes qui se remplissent. Pensons une activité qui soit à travers le prisme de comment on répond à ce défi climatique. Je prends un autre exemple très concret, l'agriculture. Aujourd'hui, nous avons un modèle agricole qu'encourage les grosses exploitations où il y a peu besoin de main-d'œuvre, mais il y a beaucoup de besoins de chimie et toutes ces saloperies qui empoisonnent nos agriculteurs et qui empoisonnent nos assiettes. Si on se dit qu'il faut relocaliser, passer à une agriculture plutôt paysanne, c'est beaucoup d'emplois. Ça veut dire quoi, Mais Alex? C'est on beaucoup crève, d'emplois. on vit pas avec ça. Mais Le bien sûr problème, que il est si. là. Mais non, on crève, monsieur, je pense. Évidemment que si on prend comme modèle le petit producteur qui fait du bio, qui fait son marché, que c'est 2 planches et c'est 2 tréteaux le samedi matin, effectivement, il vit pas, il survit. Monsieur, Mais je veux dire, pour développer une Monsieur. activité économique aujourd'hui, il faut d'autres moyens que ça. Monsieur, quoi. développer une activité économique, certes, mais la question n'est pas de développer l'activité économique pour développer l'activité économique, vous en conviendrez. C'est de répondre à quelques objectifs, supportez-le, politiques, notamment faire face au changement climatique. Mais moi, je pense qu'on meurt du modèle actuel et que nos agriculteurs, d'ailleurs, ils sont bien placés pour le dire, puisqu'ils s'en suicident un tous les 3 jours, puisque 1 sur des 3 raisons financières. gagne moins de 350 euros Oui, par oui. mois. Oui, Enfin, parce que... ils meurent pas parce qu'il fait trop chaud, ils meurent parce qu'ils n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Évidemment, parce que nous avons un modèle économique absurde. Et d'endettement. Enfin, réfléchissons juste à une chose. Quand, par exemple, le marché fait des injonctions à produire moins cher, parce que quand on dit compétitivité, être compétitif, souvent, c'est quoi aujourd'hui? C'est pas produire de la manière la plus vertueuse, c'est pas produire de la manière la plus responsable. Compétitif, ça veut dire moins cher. Oui, Non, mais ça vous, veut dire monsieur... peut-être le meilleur produit qui correspond au marché. Non, pour Bah, le si. marché, produire compétitif, c'est produire moins cher. Moins cher, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi moins cher? Parce que vous, en tant que consommateur qui a peut-être un niveau de rémunération bas, vous cherchez à acheter moins cher. Mais en tant que consommateur, si vous êtes travailleur, vous êtes aussi producteur. Et donc un producteur à qui on demande de faire moins cher. Et souvent faire moins cher, c'est faire dans des conditions sociales et environnementales plus détestables. Moi je crois que, y compris, on peut faire en sorte que Donc on l'activité assumera que les économique... prix soient plus hauts. Je résume les choses. Moi, Non, je on voudrais assurera que... que le prix du produit soit Mais plus si les gens élevé. sont mieux payés, Ça coûte plus cher parce de que manger bio, par Olivier exemple. Truchot, si aujourd'hui vous augmentez la rémunération de celles et ceux qui ont des bas Ouais, mais salaires, vous l'augmentez, vous ne pouvez pas décréter Attendez, une augmentation de salaire comme ça parce que vous l'avez décidé. si il y a un truc qui s'appelle le SMIC, ça se décide par la loi et on peut le le SMIC, décider. ça fait pas augmenter tous les Ça salaires. change rien. Non, mais ça a un effet. Il y a des Mais j'ai effets plein beaucoup d'autres pervers. solutions. J'ai sur plein le d'autres SMIC. solutions si Ça vous voulez. changera rien au Par pouvoir exemple, d'achat. la limitation des écarts des salaires dans les entreprises, c'est une proposition. Voilà. peut-être. Mais bon, il y a des choses à faire en tout cas. Moi, ce que D'accord. je souhaiterais vraiment, c'est qu'on puisse s'entendre sur le fait de dire, par-delà tous nos désaccords politiques, et admettons que nous en ayons encore à l'issue de cette émission, nous sommes mis Il va au pied peut-être du prendre sa mur. carte France Insoumise Non, mais et hésite, Johnny Blanc. nous sommes mis au pied du mur, quelles que soient nos convictions politiques, quelle que soit notre absence ou nos convictions religieuses, nous sommes mis au pied du mur d'un défi qui nous dépasse, celui de la pérennité de la vie humaine sur Terre. Oui. Et si le défi Oui, est à oui. ce niveau-là, Non, mais on va il pas faut s'entendre. organiser l'activité Attends, économique. Et tu crois pas, Gilles Non, mais William Gilles William, est-ce que c'est pas plus passionnant, dites-le moi, est-ce que c'est pas plus passionnant de proposer au pays de se lever le matin pour relever un défi technologique qui est un défi humain et qui est un défi pour toute l'activité économique? Non mais si vous êtes très satisfait, chers messieurs, d'un modèle qui propose simplement de faire la concurrence, de se tirer la bourre les uns Non, mais les non, autres, mais- qui fait qu'il n'y a même plus Non, de mais sens à si l'activité je peux passer à économique. moi. Gilles William Je veux dire, Granel. ça c'est le modèle qui est en cours et moi je pense que c'est ce modèle qui nous fait mourir un petit peu. Gilles Je William me Granel. méfie des collapsologues, je me méfie du catastrophisme et je me méfie des écolos. Et pas du changement climatique? Vous avez Mais- tort. Non mais le changement,
le changement climatique est une chose, la part humaine dans le changement climatique en est une autre, et les recettes, je me méfie des recettes quand je vois... Gilles William, soyez précis, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites la part humaine? C'est-à-dire, vous, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre, aujourd'hui, c'est statistique, on sait que 70% des émissions de gaz à effet de serre sont le fait de 20 multinationales. Vous le contestez? Mais le rôle des effets de serre sur le réchauffement indéniable, sur le plan climatique, est mis en question. Qu'est-ce que vous voulez dire, Gilles William? On a tout le temps devant nous? La quantification précise du rôle humain dans le réchauffement climatique est mis en question, et Donc vous relativisez en fait si je comprends bien votre raisonnement, vous relativisez la part qui revient à l'activité économique humaine sur le changement climatique. Je crois que c'est irresponsable. On a le droit d'avoir le débat. Mais il n'y a pas de vérité scientifique du coup là-dessus. Est-ce que je dis le contraire? Non, mais on a ça dessert peut-être pas vos intérêts. On a malheureusement pas le temps, mais par exemple, les recettes, quand je vois les jeunes écolos allemands en Allemagne manifester contre le charbon, et indéniablement, ils ont raison, parce que la part du charbon, alors là, pour le coup, effectivement, elle est trop importante. C'est parce qu'on a détruit tout d'un coup l'industrie nucléaire allemande. Et donc, je n'ai pas peur d'affirmer que, d'une certaine manière, ces écolos-là ont carbonisé, au sens littéral, l'environnement. Mais je voulais changer complètement de sujet. Je voudrais quand même revenir sur la perquisition. Pardon, parce qu'on n'en a pas parlé. Vous avez... C'est l'avocat qui parle. C'est plus les grandes gueules, là, c'est les montagnes russes. Pardon, parce que... Non, oui. C'est pas mal non plus. Qu'est-ce que vous avez contre les Russes, vous? Non. Donc, cela... Vous pouvez me dire contre les montagnes aussi. Cela étant... non, parce que vous avez passé un peu vite, vous avez donné des explications médiatiques, etc. Moi, je reviens... Je vous répondrai sur l'écologie quand même. Hein. Oui, bien sûr. Et sur le nucléaire, s'il vous plaît. Okay. Je reviens sur le micro, l'analyse de la grande défaite aux européennes, et je pense qu'une part, effectivement, il y a eu ce très mauvais effet perquisition. Mais justement, en termes d'opinion publique, est-ce que, au-delà du caractère judiciaire des choses, c'est pas le sujet? Est-ce que quand même, si c'est un peu le sujet. Oui, mais non, mais je veux bien. En fait, vous faites la question, mais vous me dites vous parlez. Vous répondez pas en parlant de ça. Vite parce que le temps passe. Il se trouve, si vous voulez, que je répugne en tant qu'avocat de me faire le procureur dans des affaires judiciaires en cours. C'est autre chose, ça. Je vous dis simplement, est-ce que Mélenchon a mesuré l'effet dévastateur sur l'opinion à un moment où les policiers étaient déjà à rude épreuve et que les types faisaient leur boulot, et à un moment où justement on déplore que les politiques veulent passer à travers la justice, est-ce que vous vous rendez compte combien ça a été dévastateur de voir Monsieur Mélenchon dire c'est moi la République, c'est moi. Est-ce que vous pensez pas que c'est d'une certaine manière c'était complètement contre-productif? Il répond rapidement. Aussi rapidement qu'il a posé la question, alors. Non, plus rapidement. D'abord sur l'écologie, tant pis pour vos auditeurs, mais j'y reviens. Vous dire que moi, je considère que la solution ne peut pas être d'ordre individuel. Je ne crois pas que si le temps imparti est si court pour relever le défi, nous pouvons attendre que tout le monde devienne simplement vertueux individuellement. Et d'ailleurs, quand les moyens ne sont pas donnés, par exemple, dans le cas de la taxe sur les carburants, vous pouvez toujours augmenter la taxe sur les carburants. Les pauvres gens qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur bagnole vont payer. Donc, il faut des décisions politiques de grande ampleur, notamment en termes de développement d'infrastructures. Et je pense que tout ça redresserait l'activité économique du pays, mais y compris pour solder ce défi climatique. Voilà mon avis. Sur le nucléaire, moi je vous réponds, il existe des scénarios qui certes ne répondent pas aux injonctions du marché, mais qui permettent de se passer et de l'énergie carbonée et du nucléaire. Oui, ça suppose d'investir des masses considérables d'argent, un pognon de dingue, comme dirait. Non, il faut le planifier. C'est pour ça que je parle de planification. Je dis pas qu'on va appuyer sur un bouton. Dingue, il vient d'où? Je dis pas qu'on va. Mais il y a plein de manières de le trouver. Il y a des investissements publics dont on a besoin. On fonctionne au charbon. Et en attendant, allons-y, on au charbon. En attendant, de toute façon, on fonctionne aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire. Donc on se donne... Non, on fonctionne surtout avec du nucléaire.
Oui, certes, mais on va pas l'arrêter en un claquement de doigts. C'est pour ça que la France, d'ailleurs, est plutôt un bon élève Non, en mais point de ils vue ont été carbone. moins bêtes que les Allemands. Oui, mais Point de on vue a d'autres carbone. On n'a problèmes pas avec le écouté les nucléaire. écolos Certes, le allemands. nucléaire Ni n'est les pas verts une français. énergie carbonée, mais dans le même temps, c'est se poser la question d'un risque que tout le monde mesure désormais, de déchets que l'on traîne pour des centaines de milliers d'années. Donc, il faut bien penser à un moment donné politiquement à régler cette question. Et moi, je suis rassuré par le fait que dans ce scénario un peu catastrophique, la France a des atouts. Moi, je suis persuadé que les savoir-faire techniques, les brevets d'ailleurs, on le voit, existent. Mais oui, ça ne répond pas aux injonctions du C'est marché. terminé. Non, Voilà. c'est terminé. Ensuite, je réponds C'est sur à la cause des longues perquisition. questions de William Golnadel. Ah, On a oui, le temps de répondre sur la Alors, perquisition. Très vite. Alors, 10 secondes sur la perquisition et puis. D'abord, c'est terminé. juste, on ne parle plus jamais du fait générateur de la perquisition. Et vous allez voir que sur le fond, ils n'ont rien. Parce que sur la dénonciation de cette parlementaire européenne qui a dénoncé 17 parlementaires d'étiquettes Sophie différentes, Montaine. seul Jean-Luc Mélenchon a eu une perquisition et c'est absolument vide de sens. Sur les comptes de campagne, ils ont été validés, c'est pareil. Donc c'est-à-dire que maintenant, encore une fois, c'est Mais laissez simplement faire sur justice. la réaction. Alors oui, Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs a eu l'occasion de le dire. Ce jour-là, bien évidemment que l'énervement s'est vu. Alors après, on peut aussi supporter que forcément, quand on repasse la séquence de 30 secondes de l'énervement sorti de son contexte, on ne rediscute pas du fond, ça produise un effet. Et il l'a dit, oui, c'est un piège dans lequel nous sommes tombés. Mais pour moi, je le redis à votre micro, il y a, et je mesure mes mots, un usage politique qui est fait des moyens de justice et de police. Et je crois que, par exemple, quand les éléments de procédure se retrouvent dans la presse, sans même que les convocations soient envoyées aux principaux intéressés. ça vous intéresse, vous les... Non, mais ça montre quand ça un vous vaste intéresse, vous les système. commentez. Mais moi, je prétends pas avoir le monopole de ça non plus. Oui, mais quand ça vous intéresse, vous les commentez, ces éléments de la presse. Non, bah, mais si, attendez, non. La vérité, ça fait partie du jeu. c'est qu'il y a une instrumentalisation des moyens de justice contre les oppositions politiques. Et que partout dans le monde, je vais même vous dire une chose. L'affaire Benalla. Les tenants du libéralisme économique, et on le voit avec la répression du mouvement des Gilets jaunes, on le voit même avec le fait qu'il y a quelques jours, des gamins qui se mobilisaient, des jeunes qui manifestent pacifiquement et de manière non violente se font gazer à bout portant. C'était pas des gamins. Non, mais ça veut dire une chose. Non, fake news, c'était pas des gamins. Non, c'était des adultes. Des jeunes, excusez-moi, je m'inclus là-dedans, c'est ma génération. Pas des gamins. Non, mais entre un jeune et un gamin. Qui procèdent à de l'action non violente. Et d'ailleurs, l'opinion publique. En bloquant tout le monde. Oui, mais l'opinion publique. C'est une forme de violence de bloquer le monde. Gilles William, il y a quelque temps, Emmanuel Macron a dit sur le perron de l'Élysée, à la jeune génération qui se mobilise sur le climat, il a dit textuellement « Rendez-nous la vie impossible, à nous les dirigeants politiques ». C'est pas la première bêtise qu'il profère. En tout cas, moi je le prends au mot et qu'il se rassure, nous allons créer les conditions. Merci mais Adrien il y a une répression des oppositions. Merci Adrien Quatennens. Merci à vous. Merci d'être venu.